Depuis près d'un siècle, le sélacanthe a nourri la passion des chercheurs et le délire des créationnistes, parce qu'on le croyait disparu depuis 65 millions d'années, et aussi parce qu'il porte en lui les marques d'un grand événement. Celui du jour où un poisson quitta l'océan pour gagner l'air libre. De cette audace naîtra l'homme quelques millions d'années plus tard. C'est véritablement comme si l'un de ces dinosaures était retrouvé en chair et en os quelque part sur la planète. La paléontologie nous apprend qu'il y a 500 millions d'années, certains animaux à corps mou se dotent d'une colonne vertébrale. Plus forts que les autres, ils vont connaître un énorme succès évolutif et conquérir de nouveaux espaces. Ils forment la famille des vertébrés, qui se séparent en deux il y a 380 millions d'années. Les uns poursuivent leur évolution sous l'eau et donnent les poissons que nous connaissons aujourd'hui. Les autres, au contraire, montent sur Terre. Ce sont les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Le sélacanthe se situerait quelque part autour de cette bifurcation évolutive. Alors le sélacanthe, c'est la découverte zoologique la plus importante du XXe siècle. Il était connu depuis très longtemps des paléontologues du XIXe siècle qui, à partir de fossiles, avaient déjà repéré que cet animal pouvait être un petit peu comme une forme transitoire entre un animal aquatique et un animal terrestre, de par la disposition des os dans ses nageoires pectorales et pelviennes. Les sélacanthes donc étaient considérés comme des proches parents des vertébrés terrestres, mais uniquement connus à l'état fossile. Et donc les paléontologues du 19e, du début du 20e, pensaient que les sélacanthes avaient disparu en même temps que les dinosaures. Et donc en 1938, quand un sélacanthe a été ramené à la surface en Afrique du Sud, ça a été une nouvelle extraordinaire. Les journaux ont titré « On a retrouvé notre arrière-arrière-grand-mère, c'est le poisson dinosaure, etc. » Donc ça fait 50 ans qu'il est dans le formol et pourtant il est aussi bien conservé. Mais là je l'ai déformalisé quand même. Avec la découverte du sélacanthe en 1938, capturé dans les filets d'un pêcheur sud-africain, un gigantesque espoir naît chez les paléontologues. Ils pensent pouvoir tout comprendre des conditions de la sortie des os des vertébrés, d'autant qu'ils découvrent les prémices d'un poumon lors des dissections. Dans les années 50, c'est la frénésie chez les chercheurs. Les captures se multiplient et la science finit par connaître son anatomie dans les moindres détails. Les conclusions des études révèlent finalement que le sélacanthe actuel n'est pas celui qui releva le défi de la terre ferme. Sa lignée est restée au fond. Il s'est même adapté aux abysses au lieu de tenter l'aventure terrestre, et son poumon régresse. Mais les études ont montré qu'il est son lointain descendant, dont l'apparence a très peu changé durant 380 millions d'années, comme figé dans le temps. C'est en 2000 que la rencontre entre un sélacanthe et un homme a eu lieu. Mais ce n'est qu'en 2010 que l'improbable face-à-face sera photographié et montré au monde entier. La preuve qu'il est désormais possible d'étudier le sélacanthe dans son milieu naturel, par 120 mètres de profondeur. C'est la prouesse de Laurent Balesta, plongeur, photographe et biologiste. Ces photographies, uniques à ce jour, ont fasciné la communauté scientifique. Et c'était bien là l'objectif de Laurent. La finesse de ces images est la preuve d'un nouveau savoir-faire en plongée profonde extrême. Dès lors, de nouvelles recherches sur le sélacanthe peuvent reprendre avec des objectifs extrêmement audacieux. Faire des prélèvements d'ADN sur un maximum de sélacanthe mais sans les blesser. Avec un instrument qu'il faut inventer pour l'occasion, étudier au ralenti et en 3 dimensions ces mystérieuses nageoires pédonculées. Et enfin, il faudra tenter de fixer une balise sur son dos pour connaître ses migrations. 3 ans pour que Laurent Balesta parvienne à monter cette expédition scientifique. Et c'est le paléontologue Gaël Clément qui a compris le premier l'intérêt de cette nouvelle approche. En collaboration étroite avec Laurent, ils ont mis au point un nouveau système de caméra qui va décomposer les moindres mouvements des nageoires du sélacanthe. Un engin lourd et encombrant qu'il va falloir descendre à 120 mètres et manipuler délicatement pour ne pas effrayer le poisson. Ah ben c'est fini là.
C'est fini, il y a encore 2-3 trucs à faire, mais l'idée est là quand même. Ouais. C'est hyper lourd, hein. Je sais pas comment tu vas porter ça. Non, mais dans l'eau, ça doit être à peu près neutre. Je pense même que dans l'eau, c'est trop léger. Il va falloir le lester. Et donc là, il y aura les deux moniteurs, le maître pour cette caméra et l'esclave pour cette caméra. Ouais. Ce qu'il va falloir trouver, c'est un levier sur le côté parce que là, on a un bon levier pour régler la... Tu vois, pour faire rentrer la chambre. Par contre, si l'animal se déplace à droite ou à gauche, t'es battu. Ouais. D'accord, donc du coup, Donc, tu as besoin il d'une faut poignée qu'on ait un levier latérale, là ouais. pour pouvoir... on va rajouter tous ces accessoires. La mise au point de cette double caméra, baptisée caméra girafe à cause de son long cou articulé, a nécessité des dizaines d'heures d'entraînement. La grande difficulté sera de faire passer le sélacanthe dans le feu croisé des deux caméras, c'est-à-dire à la jonction des deux lasers. C'est l'outil le plus important de la mission, qui va permettre d'analyser en 3 dimensions le mouvement de ces nageoires. Ces nageoires qui sont à l'origine de nos bras et de nos jambes. Laurent Balesta et son équipe tentent une première plongée profonde avec la caméra girafe. La plongée sous-marine a connu une véritable révolution avec la mise au point de nouveaux systèmes de respiration autonome. Ces scaphandres recyclent le gaz expiré, ce qui démultiplie l'autonomie. À chaque respiration, le mélange gazeux est analysé, puis débarrassé du CO2 et enrichi en oxygène. Le tout est géré par électronique et contrôlé par le plongeur, devenu pilote d'une machine à respirer. Avec un tel appareillage, il est possible de rester plus de 30 minutes à 120 mètres et de faire un palier de décompression de 4h30 sans rajouter de bouteilles de gaz. Des limites qui sont repoussées, mais qui ont nécessité 10 ans de mise au point et un entraînement physique de tous les jours, dans un seul but, aller toujours plus profond, rester plus longtemps et offrir à la science la possibilité de réaliser de nouveaux protocoles, trop délicats pour des robots ou des sous-marins. Au-delà de ces images d'un nouveau genre, les chercheurs veulent aussi en savoir plus sur les déplacements des sélacanthes. Gaël Clément et son équipe ont donc mis au point une balise à fixer sur le dos de l'animal. Mais la consigne fondamentale est de ne pas blesser le poisson. Laurent Balesta devra donc glisser entre les écailles un crochet relié à la balise qui enregistrera en permanence et durant des mois la profondeur, la luminosité et la température. Qui devrait libérer la balise au bout de 9 mois. Cela fait plus d'une dizaine d'années que les scientifiques sud-africains envoient des roves, ces robots téléguidés depuis la surface, pour explorer les canyons de Sodwana à la recherche de sélacanthes. C'est le plongeur Peter Tim qui le premier a découvert où se cachait le sélacanthe, le poisson le plus rare et le plus recherché du monde scientifique. Ah, on y est, c'est la grotte de U-Shape. Peter sait que le sélacanthe affectionne particulièrement les grottes formées il y a plus de 20 000 ans, à l'époque où le niveau de l'océan se trouvait 120 mètres plus bas. C'est ici qu'un jour de l'an 2000, Peter s'est retrouvé face à face
avec l'animal. Peter Tim est le seul à pouvoir amener Laurent Balesta au-dessus du canyon, à l'aplomb de l'endroit précis où les sélacantes se réfugient parfois. Il connaît bien Laurent et a déjà accepté de le conduire ici en 2010. Le canyon à explorer est gigantesque. Des grottes, il en existe des centaines, où se cacherait un hypothétique sélacanthe, et Laurent Balesta doit le trouver. Pour espérer le voir, il faudra vraiment y croire. Ce que découvre Laurent dans cet univers crépusculaire est nouveau. Des espèces rares, jamais illustrées, qui s'offrent pour la première fois au regard direct d'un naturaliste. Mais la quête principale reste celle du sélacanthe. Ailleurs dans le monde, ils vivent vers 300 ou 400 mètres, comme aux Comores ou en Indonésie. À de telles profondeurs, seuls les robots interviennent. Mais aucun engin ne sera jamais aussi efficace que la main délicate et l'œil attentif de l'homme pour mener une étude scientifique poussée. Les canyons de Sodwana, en Afrique du Sud, offrent cette opportunité. Jamais des sélacanthes ne sont remontés si haut dans la zone des 120 mètres, et jamais des scientifiques n'ont plongé si profond. À croire que chacun a fait l'effort de venir à la rencontre de l'autre. Les objectifs de ce projet, ils sont extrêmement ambitieux. Je dirais même que la chose normale, c'est que ça ne marche pas. Le protocole scientifique, Gaël Clément nous l'a expliqué, il serait déjà compliqué si on le faisait à 20 mètres de profondeur sur un poisson clown. On veut le faire sur une espèce rarissime et à 120 mètres. Donc bien sûr que les objectifs sont immenses. Mais évidemment, si je vous dis ça, c'est pas pour vous mettre la pression, c'est au contraire pour vous dire que personne n'est obligé de faire la plongée. Je trouve ça même très digne d'être capable de dire, les gars, moi aujourd'hui je ne le sens pas. C'est sans doute même plus digne que de dire, bon, il faut que j'y aille pour faire illusion. Voilà. Bon, tout ça, c'était un peu virtuel, mais j'espère que ça évitera un peu ces angoisses auxquelles on n'échappera pas de toute façon. En tout cas, en 2010, on n'y a pas échappé parce que de toute façon, ces plongées sont engagées. Voilà. J'aimerais bien vous sortir une phrase d'un grand philosophe, mais le seul truc qui me vient, c'est la phrase de l'entraîneur de Manchester United, qui dit chaque fois à ses joueurs quand ils rentrent sur le terrain, « Just enjoy the game ». C'est le premier jour de plongée scientifique. 5 plongeurs au total qui s'apprêtent à passer plus de 4 heures sous l'eau, dont 30 minutes à plus de 100 mètres de profondeur. Une telle expédition impose au moins 2 bateaux, 3 plongeurs de secours et de grosses réserves de gaz supplémentaires au cas où un recycleur viendrait à être défaillant au moment de la remontée. Okay, Bob. Right. Peter Tim doit estimer la force du courant, qui change chaque jour, c'est indispensable. La bouée, jetée par-dessus bord, est suivie au mètre près par GPS. Elle va dériver pendant 5 minutes exactement. How long, Bob? 4 minutes.
Peter en déduira donc la vitesse du courant en surface. La force et la direction de ce courant vont déterminer l'endroit exact de la mise à l'eau. La bouée a parcouru 100 mètres en 5 minutes, donc c'est un très faible courant qui va dans ce sens. On va se mettre à l'eau là où c'est très profond et ça nous déportera naturellement vers la zone moins profonde qui se trouve plutôt par là. Ouais, pour le moment, on n'est pas tout à fait du bon côté, mais on va se placer un peu plus loin. Ouais, le courant va nous déporter dans le bon sens de toute façon. Okay, guys, on the wood, go, eh? Okay, 1, 2, 3, go! Les 5 plongeurs se sont jetés ensemble et instantanément ont commencé leur descente sans perdre une seconde, pour ne pas se laisser déporter par le courant de surface, souvent plus fort que celui qui se trouve en profondeur. La descente doit être rapide. 2 minutes pour atteindre les 100 mètres. La pression augmente donc très rapidement sur les corps et les tympans sont mis à rude épreuve. Avec l'habitude, ces plongeurs savent équilibrer leurs oreilles sans se pincer le nez, ce qui leur permet d'accélérer encore leur vitesse de descente. Au fur et à mesure, le mélange respiré s'enrichit en hélium pour lutter contre l'ivresse des grandes profondeurs. Vont-ils atterrir au bon endroit? Ou devront-ils palmer encore longtemps? Le site est immense, les sélacantes rares, et chaque minute compte. La quête commence. Donc là, les plongeurs viennent de descendre avec la double caméra, ce qu'on appelle la caméra girafe, pour la locomotion des sélacantes. Parce que le but, c'est, avec 2 caméras à très haute résolution, d'étudier la délicatesse, la complexité de la nage du sélacanthe. Il faut explorer la moindre cavité. Certaines obligent même les plongeurs à descendre à plus de 135 mètres. Les minutes sont précieuses et les incursions coûtent cher car plus on va profond, plus le sang se sature du gaz inspiré. C'est pour cela que les paliers sont interminables à la remontée. Les plongeurs ne l'oublient jamais. C'est pourquoi la perspective du retour est toujours source d'angoisse. La caméra girafe reste à portée de vue, prête à intervenir. Laurent continue sa recherche entre 120 et 135 mètres. Des efforts considérables qui finissent par être récompensés. La caméra girafe enregistre sous 2 angles, mais aussi au ralenti et en 3 dimensions, la façon de se déplacer du sélacanthe. Les lasers servent à guider le caméraman qui doit déclencher la prise de vue seulement quand les faisceaux apparaissent sur le corps de l'animal. Impossible de laisser tourner en permanence. À 500 images par seconde, la durée de chaque prise n'est que de 4 secondes.
Alors, la nage du sélacanthe est quelque chose d'extraordinaire. D'abord parce que la plupart de ces nageoires sont pédonculées, c'est-à-dire qu'elles sont fixées au bout d'un petit manchon recouvert d'écailles. Et quand on dissèque ces manchons, à l'intérieur, on découvre des os. Et c'est vraiment l'équivalent, c'est les prémices des pattes des vertébrés terrestres, donc l'équivalent de notre bras aussi. Mais le temps passe. 20 minutes que les plongeurs ont atteint les grandes profondeurs, mais seulement 12 passées avec le sélacanthe. Pourtant, ils savent qu'à partir de maintenant, chaque minute supplémentaire va coûter très cher. 6 petites minutes de plus à 100 mètres se paieront 1 heure de plus à 6 mètres sous le zodiaque. Ce jour-là, c'est le sélacanthe lui-même qui décidera de quitter les plongeurs en disparaissant vers les abysses. La remontée est amorcée par les 5 plongeurs et aussitôt, les parachutes sont lâchés. Ah, il y a la bouée de Thibaut et tout va bien. Pas d'alarme. 23 minutes. 23 minutes, c'est pas mal ça. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose à faire en bas. Il va nous falloir attendre maintenant plusieurs heures pour savoir le fin mot de l'histoire. Voilà, là on est rassuré, toutes les bouées sont sorties, pas de signal d'urgence. On n'a plus qu'à jeter un petit coup d'œil de temps en temps. 30 minutes après l'arrivée des parachutes, Sanri, plongeuse assistante, rejoint les plongeurs à 40 mètres au premier palier. Elle a pour mission de voir si tout va bien et de récolter les temps de palier de chaque plongeur. Donc là on est content quand il y a les 5 bouées, les 5 plongeurs sont là. On n'est plus angoissé, c'est plus la même attente, mais maintenant l'attente c'est de savoir ce qui va être écrit sur la plaquette. Parce que là on saura donc s'ils ont vu des sélacanthes ou pas, s'ils ont pu filmer le sélacanthe. On participe par procuration. Complètement. Mais je vis par procuration dans ce... Cette petite ardoise est le seul lien qui relie les plongeurs avec les scientifiques qui s'impatientent en surface. Combessa, yes, big, very big. Big, very big. Oh, pour qu'ils mettent big, very big, C'est qui faisait big? c'est qu'il est vraiment big. Maximum test 114. Donc c'est pas énorme, hein. Ils ont dû passer toute la plongée avec lui parce que le poisson a dû remonter sur le fond de sable. Donc c'est la meilleure configuration pour eux. Ça, c'est une plongée. Ça fait quand même plaisir de le voir. Hein. En fait, j'ai préparé mon plaisir. Parce que quand tu arrives devant la grotte, maintenant je sais à quelle profondeur il faut se mettre pour pouvoir voir assez loin devant, tout en étant bien 5-10 mètres dehors. Tu vois. Je suis arrivé, hop, je me suis bien équilibré, j'avais ma lampe éteinte encore. Voilà. J'ai essayé de m'habituer à l'obscurité. Alors, tac, j'ai allumé et là, pouf, j'ai vu les 2 yeux au fond. Alors, Ouais, c'est chouette. elles vous plaisent nos images? Ouais, c'est super. super net, Ouais. super net, c'est impeccable. Là, on voit bien l'animal dans son entier, on voit le mouvement dans un plan et on voit le mouvement dans l'autre plan pour la même nageoire. Ah, c'est génial. C'est Là, on dirait vraiment que ça fonctionne comme des godilles, des quoi. godilles, ouais. Et ça j'ai jamais été décrit parce que tout le monde s'est focalisé sur les 2 pectorales et les 2 pelviennes puisque c'était censé être des pattes. Mais personne n'a jamais regardé Les 2 autres nageoires, les deux- mais qui qui sont sont- elles aussi pédonculées. Ouais, et qui sont apparemment, pour ce qu'on peut en voir là et puis sur toutes les images que Yannick nous a données, c'est elles qui sont les plus actives.
Le plus actif, il est plus flexible, il est Ouais. plus mobile. Ouais, Il peut ouais. vraiment tout tourner comme notre poignet, quoi, dans toutes dans les tous les directions, sens. dans tous les sens. Ouais. Pour une alu stationnaire, c'est impeccable. Après, si on pouvait avoir vraiment une vue latérale du Sélacanthe, C'est ce qu'il faudrait faire maintenant. idéalement, mais on n'est jamais dans l'idéal, dans des conditions surtout à 120 pareilles. mètres. Ouais. Ça, ce serait génial. Bon, on va y retourner demain. La danse du Sélacanthe. Super. Là, on est passé du sud du canyon, par le cartographe. Les jours passent et les plongées s'enchaînent avec plus ou moins de réussite. Tout se déroule normalement. L'ambiance reste studieuse et concentrée. La sécurité prime car il ne faut surtout pas banaliser de telles plongées. L'équipe de Laurent Balesta n'a jamais eu d'accident jusqu'à présent. Au fil des jours, le protocole scientifique se complexifie et l'équipe vient enfin de recevoir des autorités du parc naturel d'Issy-Mangalisso l'autorisation de marquer un Sélacanthe. Quand même, parce que c'est aussi la plus perturbante pour l'animal, et on ne peut pas y échapper. Donc, c'est ce qu'on appelle le marquage ou tagging. Sans la pointe, elle va rester dans cette couche de gras juste sous les Voilà. écailles, Il y a cette partie-là qui effectivement va rentrer dans l'animal, puis il y a ça après, qui flotte un peu autour de lui. cette balise. satellite. Combien de temps elle va rester sur l'animal? Là, elle est programmée pour 9 mois. 9 mois. Et après, il y a une espèce d'électrolyse et ça se détache tout seul. Voilà, ici, là, il y a une lise de ce système d'attache au bout de 9 mois, à minuit. Mhm. La balise, elle flotte et remonte en surface. Et envoie toutes les données. Voilà, donc déjà, on peut faire beaucoup de choses avec ces résumés envoyés par satellite. La difficulté, c'est de retrouver la balise elle-même, parce qu'effectivement, à l'intérieur, on aura toutes les données. C'est-à-dire quotidiennement, les prélèvements de température, lumière et de pression. Donc on pourra faire un peu plus de choses, mais la retrouver, c'est très difficile. Il n'y a pas un petit Pas en message orange. dessus si quelqu'un tombe Si, dessus si, sur si. échoué sur une plage? Alors déjà, il y a le téléphone et l'email de la compagnie elle-même qui fournit Ok. ces balises. Et puis en plus, on a rajouté un petit reward. Ah, voilà. Et puis on a quand même la position GPS. Ouais, donc on peut traîner Alors, sur elle la n'est pas plage. hyper précise, mais Peter disait, moi, dès que vous voyez que la balise est stabilisée sur un rivage, si c'est pas trop loin, je vais avec plusieurs personnes de mon équipe et puis on les cherche. Donc, voilà. Ah, ça serait génial. Ça serait bien. Hein. Voilà. Bon, Il est 8 heures. ben, me voilà armé. Faut y aller. Durant cette plongée, les choses se sont moins bien passées que d'habitude. Rien de bien grave, mais à de telles profondeurs, un simple malentendu peut gripper toute la mécanique de la plongée. Le Sélacanthe était bien sorti de sa grotte, mais mal placé. Et les plongeurs n'ont pas su improviser pour enchaîner les trop nombreuses expériences scientifiques. Il fallait faire des prélèvements ADN, il fallait tester si le poisson était d'accord de manger un appât qu'on lui donnait. En même temps, il fallait utiliser la girafe, donc beaucoup de choses à faire, trop de protocoles et trop de confusion sous l'eau. On ne sait pas s'il faut faire plaisir aux scientifiques ou s'il faut se concentrer sur l'image. Donc on a tellement de choses à faire qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc du coup, on a été très brouillon au fond, on a très mal optimisé les quelques minutes qu'on avait au fond. Et au final, on ressort de la plongée avec beaucoup de paliers et pas grand-chose dans la boîte. Pas grand-chose en tant que manip scientifique, pas grand-chose en tant qu'image. C'est vrai que c'est très difficile en tant que scientifique. On a tellement peu de temps, on a tellement envie d'avoir des résultats qu'on leur dit, bah voilà, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Oui, et ça aussi, oui, et ça aussi, oui. Donc les plongeurs, je pense qu'ils essaient de faire le maximum. Ils ont dit oui, et je pense qu'ils auraient dû me dire non.
Mais même ratée, la plongée se pêche cher à cause de ces interminables paliers de décompression. Dans le grand désert océanique, n'importe quel objet flottant, plongeur compris, devient un refuge luxueux pour les très jeunes poissons perdus, affamés et sans défense. Au fil des heures, les plongeurs en agrègent de plus en plus et les rencontres insolites finissent par les distraire. Surgissant du néant, on croirait des générations spontanées. Ils offrent aux plongeurs léthargiques un distrayant spectacle. En somme, ils sont leurs voisins de palier. Mais quand on attire les petits poissons, on attire aussi les plus gros. Ce jour-là, les plongeurs doivent faire face à un requin aileron d'argent plus audacieux que les autres. Il est probable que l'hameçon et le fil de pêche qui traîne de sa gueule l'aient rendu plus nerveux. À plusieurs reprises, Laurent doit gentiment le remettre à sa place. Mais la plus mauvaise nouvelle, ce n'est pas celle de ce visiteur imprévu. L'eau était trop chaude pour le Sélacanthe. À 143 mètres, elle était encore à 24. Il n'y avait pas de thermocline, rien. Ça pourrait être la mauvaise nouvelle de fin de mission, ça. On va voir. On verra bien. Voilà les nouvelles. There's nothing. No Sélacanthe. No fish. No fish. Ça serait bien déjà. Not really. Thank you. Cela fait maintenant 8 jours que les plongées sur Jesser Canyon ne donnent rien. Le scepticisme gagne Laurent Balesta, qui compte beaucoup sur les résultats de la cartographie sous-marine pour lui révéler l'emplacement de nouvelles grottes. C'est à bord de ce petit bateau que se trouve le dernier né des sondeurs multifaisceaux, capable d'ouvrir les yeux sur ce monde invisible depuis la surface. En fait, on est sur une zone qui est très peu connue. Peter a une grande expérience, il a fait beaucoup de plongées, mais il a trouvé des spots comme ça sans trop savoir où il était. Donc avec ce genre de système, on peut vraiment préciser les choses, avoir une cartographie fine de toutes les structures qu'il y a sur le fond. Là, on a le résultat en fait. C'est cette cartographie en dégradé de couleur qui est en fait une image 3D. On peut la regarder à plat, mais on pourrait aussi la faire bouger de manière à bien retrouver les endroits où il y a des grottes, des surplombs, etc. Donc il y a plusieurs étapes. On a une cartographie générale, là on précise vraiment sur des spots intéressants. Après il va y avoir du ROV dessus et enfin les plongeurs. Malgré le déploiement de cette haute technologie et le repérage de nouvelles grottes,
le sélacanthe reste introuvable. Laurent et ses plongeurs parcourent des kilomètres sous l'eau au cours des 5 plongées suivantes. Les grottes sont désespérément vides. Alors, l'équipe va chercher d'une autre façon, en s'appuyant sur l'expertise génétique. Les plongeurs prélèvent de l'eau et du sable susceptibles de contenir de l'ADN de sélacanthe. Dans les laboratoires, les scientifiques seront capables d'isoler de l'ADN, même en suspension dans l'eau de mer. Il ne reste qu'une semaine de plongée et les protocoles scientifiques sont loin d'être réalisés. Laurent veut en avoir le cœur net. Les sélacanthes reviennent-ils dans leur grotte à d'autres moments de la journée? Savoir comment ils vont et viennent. En connaître davantage sur leurs habitudes. C'est sans doute la dernière tentative qui reste à Laurent pour tenter d'apporter des réponses sur ce poisson énigmatique. Ce que Laurent veut tenter, c'est de placer un appareil photo pendant plusieurs jours à 120 mètres de profondeur. Un appareil programmé qui doit faire une photo toutes les 10 minutes pendant 5 jours. Un peu comme une caméra de surveillance. Mieux connaître les allées et venues permettrait d'affiner ou modifier les horaires des plongées. Si d'aventure, l'appareil espion révélait que le sélacanthe revient à d'autres moments. Cinq jours plus tard, le verdict est attendu. Les photos sont là. Bon, le moment de vérité approche. Hein. On est tous autour de toi. Alors ça va commencer par des trucs près de la surface, je pense. Voilà, il y a même encore le capuchon. Ça, c'est le jour où on l'a installé, donc. Ok. Pour l'instant, la grotte est vide. Le jour se lève. Ouais. Donc ça, c'est samedi. Samedi, il n'y a rien. Et la nuit arrive. Ok, c'est la nuit. Une journée et demie. Il n'y a plus de points là. Dimanche. Dimanche, pas de sélacanthe dans la grotte. Il y a des poissons qui passent. Hein. Bon. On commence à désespérer là. Il a fait un vite, Voilà, rapide passage en dehors de nos plongées. Là, on commence à... Et voilà, maintenant il va rester ce matin et puis c'est tout. Ce matin, Ouais, ce avant matin, 10h. Bien, on dit le remettre derrière. Non. Merde. Ouais. Merde. Pas de sélacanthe depuis 8 jours. A priori, l'eau à 110 mètres est trop chaude pour le moment, 24 degrés, ce qui est absolument énorme pour ces profondeurs-là. Donc là, on est dans l'attente de changements de flux sous-marin pour que, au niveau de ces grottes à 110 mètres, une eau plus froide arrive. Mais ça fait 8 jours, voilà, 8 jours sans sélacanthe. Donc là, un gros stress en espérant un changement de temps, un changement de courant. C'est le dernier jour de plongée. Et déjà la veille, la température de l'eau à 120 mètres était redescendue sous la barre des 20 degrés. Un signe encourageant. La dernière plongée aura lieu sur la grotte principale de Chaser Canyon, là où les sélacanthes ont été vus pour la dernière fois. Et la balise est activée. Ce sera le geste le plus important de cette fin de mission. Bon, c'est la dernière, les gars. Si on peut mettre de côté le contemplatif et bien réfléchir à ce qu'on a à faire, il n'y aura pas de deuxième chance. 1, 2, 3, go! C'est tendu là, hein? Ah ouais, c'est hyper tendu. On mise tout sur celle-là en fait. Hein.
Après, les plongeurs, je ne sais pas pourquoi ils sont si tendus que ça. Ils savent qu'ils ont fait le maximum, ils savent qu'ils ont tout fait. Je pense qu'ils veulent aussi faire plus pour nous. Ah, et puis c'est la dernière opportunité de le voir aussi. Ouais. C'est quand même frustrant. Les descentes sont de plus en plus rapides, comme si les plongeurs ne subissaient plus la pression, mais au contraire recherchaient son étreinte. Tels des astronautes qui vont atterrir sur une autre planète, ils voyagent dans un espace-temps particulier. 2 minutes de descente pour parcourir 100 mètres, mais 4h30 de remontée pour parcourir ces mêmes 100 mètres dans l'autre sens. Un voyage dans un univers 1000 fois plus dense que l'atmosphère et à une pression 10 fois plus forte. Un monde parallèle à seulement 100 mètres du nôtre. Le Sélacanthe est là. Comme dans une belle histoire où tout arrive à la fin, la légende vivante réapparaît le jour de l'ultime plongée. Les plongeurs savent qu'ils vivent les 30 dernières minutes de l'expédition. 30 minutes pour effectuer tous les protocoles scientifiques et rattraper le temps perdu. Ils commencent par le prélèvement ADN. Avec une sorte de gros coton-tige placé en bout de perche, il suffit de caresser le sélacanthe et de récolter son mucus. L'objectif étant de connaître les liens de parenté entre les différents sélacanthes sud-africains. Sont-ils membres d'une même famille ? Soudain, un ange passe. Une raie-manta apparaît au-dessus de leur tête. L'excitation s'empare des plongeurs, mais rien ne doit les détourner de leur mission scientifique. Les minutes sont comptées. Il faut profiter de la sortie du sélacanthe de sa grotte pour tenter à nouveau des prises de vue avec la caméra girafe. Ce sont ces images, pendant que le sélacanthe nage et se déplace, que les scientifiques attendent. Et puis le plus délicat reste à faire. La toute dernière minute est consacrée au marquage. C'est la première fois que ce geste est accompli sur un sélacanthe par un plongeur. La pose de la balise doit se faire le moins violemment possible. Laurent se présente par l'arrière, doucement, pour y glisser entre les écailles le crochet de la balise. Pendant 9 mois, cette petite balise va enregistrer les déplacements du sélacanthe. Puis elle se détachera, automatiquement, pour rejoindre la surface et livrer ses données à la science. Ah, voilà. Non! Et ils l'ont taillé! Non!
il y avait un sélacanthe et ils l'ont tagué. Yes, we tag. That's a really good end, hein? Bouteille, scooter. Allez, salut les gars. Terminé. Et ça se termine presque aussi bien que ça a commencé. Il y avait un sélacanthe au fond. Il avait ce truc sur le cul, j'ai arraché. Je me dis, ça peut peut-être te servir. J'ai vu ça, j'ai fait PAC. J'ai dit, je vais le ramener ça à Gaël, il sera content. Tu peux voir plus longtemps la blague parce que le 4, Ça fait une semaine que je plonge avec. Bon, on va attendre que sa petite sœur remonte. Il faudra des mois, voire des années, aux chercheurs du Muséum d'histoire naturelle de Paris pour analyser toutes les données accumulées au cours de ces 6 semaines de mission en Afrique du Sud. Une ère nouvelle s'ouvre pour la recherche, car la rencontre homme-sélacanthe est désormais possible. Franchement, là, c'est impressionnant. Hein. On a vraiment l'impression de nager avec le sélacanthe. En fait, on a l'impression qu'elle sert ici donc de stabilisation. La meilleure application de ce face-à-face est l'acquisition d'images avec une caméra spéciale qui permet de modéliser la nage du sélacanthe. Plus encore, la technologie du muséum permet de passer à travers les écailles et de voir le squelette des nageoires en mouvement. Autant d'images qui vont révéler les mécanismes complexes de synchronisation des nageoires des sélacanthes et des pattes de leurs cousins qui sont montés sur Terre. C'est un véritable voyage dans le temps qui remonte à quelques 380 millions d'années. Et puis les chercheurs attendent beaucoup de la balise posée in extremis sur le tout dernier sélacanthe rencontré par les plongeurs. Une petite balise pour un immense espoir de pouvoir enfin connaître le comportement, les déplacements, voire les migrations de cet animal mystérieux. Puis là, on voit par contre que le sélacanthe, il n'est pas stressé du tout. Il nage, c'est fluide, c'est... Avec cette mission, les chercheurs ont prouvé que les protocoles scientifiques fonctionnaient très bien, sans perturber les sélacanthes, et qu'ils étaient réalisables à 120 mètres de profondeur par des plongeurs. Du moins, une nouvelle génération de plongeurs. Rencontrer le sélacanthe, celui que les Comoriens ont appelé Gombessa, c'était un rêve de gosse pour Laurent Balesta. Et jamais il n'était allé aussi loin dans chacune de ses 3 passions, la plongée, l'image et la science. Laurent et son équipe sont allés chercher un poisson de légende, mais c'est tout un écosystème qu'ils ont trouvé. Un univers crépusculaire, un monde où compte chaque seconde, où la rencontre était improbable et où elle restera inoubliable. Un face-à-face minuté avec des souvenirs pour l'éternité. Ici-bas, tout reste à découvrir. Et dans sa quête du sélacanthe, Laurent Balesta a découvert et photographié 2 poissons totalement inconnus que la science n'a pas encore décrits. Une nouvelle planète à explorer est offerte aux plongeurs. Alors bien sûr, il n'y a qu'un seul sélacanthe, qu'un seul Gombessa. Mais il y aura d'autres aventures.